Il disait que c'était pour guérir, que c'était la science, le progrès, l'avenir. Accueillir, et nous le faisons avec beaucoup d'humilité, puisque voilà, nous avons pris des positions, certes, mais peut-être que nous n'avons pas à souffrir dans notre chair, comme bon nombre d'entre vous, les conséquences de ce que nous avons eu à vivre ces dernières années. Donc c'est vraiment avec une très grande humilité que nous vous accueillons. Je voudrais vous remercier également de votre présence et de l'intérêt que vous portez à ces différents sujets et du bien que vous apportez à la vérité des choses. Et lorsqu'on travaille pour la vérité, eh bien on travaille également pour le bien de nos semblables. Remercier tous les orateurs qui vont se succéder à la tribune. Les remercier pour la qualité et la persévérance mise à approfondir leur domaine d'observation et de recherche. Et j'aurai une mention particulière pour cette idée originale mais très puissante des bâches, qui, voilà, les cathédrales avec leurs vitraux et leurs statues, c'était un catéchisme de pierre, un catéchisme de verre. Ben là, il y a une espèce de catéchisme de bâches, et que ces bâches servent à bâcher un certain nombre de personnes me semble plutôt approprié. Au service de la vérité et du secours à autrui leur temps, leur notoriété, leur réputation, leurs moyens de subsistance. Ils ont dû affronter calomnie, mépris, menaces, procès, condamnation. Ils méritent notre respect et notre reconnaissance. Donc merci à tous les orateurs de la journée. Enfin, une dernière et particulière mention pour le docteur Marie, qui porte depuis de nombreux mois l'organisation de cette journée à Montfermeil. Elle a su, avec son époux et son fils, sa garde rapprochée, convaincre, rassembler et organiser. Je salue ce travail. Nous trouvons une grande diversité de personnalités et d'associations qui toutes, avec leur charisme particulier, font œuvre commune et partagent leurs préoccupations. Je veux encourager et saluer cet effort d'unité, sachant qu'autrement, tout royaume divisé contre lui-même périra. Merci d'avoir fait ce travail de rassemblement. Ces remerciements faits, nous aurons une pensée pour toutes les victimes de ce Covid, fléau planétaire, qui laisse derrière lui ses morts, ses malades et ses ruines sociales, psychologiques et humaines. Nous aurons plus particulièrement encore une pensée pour tous les grands témoins, toutes les grandes voix qui se sont élevées à un titre ou à un autre contre ce fabuleux mensonge et dont on peut penser qu'ils l'ont payé de leur vie. Je viens d'évoquer ce fabuleux mensonge, il l'est assurément, mais mon expérience m'a montré qu'en réalité, très peu de personnes savent exactement ce qu'elles font, ce qu'elles ont fait, de quoi il en retourne réellement au fond des choses. Cela nous oblige à un surcroît de pédagogie, de bienveillance et d'exigeante persévérance. Ce n'est ni le lieu ni le moment de vous entretenir de la manière dont nous avons vécu et organisé la vie de notre commune pendant le Covid. Ce fut en dépit des innombrables drames, une exceptionnelle mobilisation de toute la population sur tous les fronts, et nous avons pu préserver bien des libertés et faire et dire bien des choses. À ce jour, je n'ai qu'un regret, c'est de n'avoir pas davantage gueulé, au sens puissant de permanence. Et je le cite, 3 citations qui finiront mon propos. Il n'y a pas de vérité moyenne. 2e citation, le scandale n'est pas de dire la vérité, c'est de ne pas la dire tout entière, d'y introduire un mensonge par omission qui la laisse intacte au dehors, mais lui ronge ainsi qu'un cancer le cœur et les entrailles. Et dernière citation, qui cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur. Faire œuvre de vérité, c'est aussi faire œuvre de charité. Je vous souhaite une très féconde journée et des travaux passionnants. Merci de votre engagement.
reçus et de nous avoir permis de nous réunir pour témoigner. Des peptides synthétiques qui sont des fragments en fait, de protéines antigéniques. Et puis il y a aussi les vaccins à vecteurs viraux, où vous avez par exemple un virus, par exemple un adénovirus, qui va inclure un gène qui va coder pour la protéine antigénique. Et puis bien sûr, depuis 2019, depuis la pandémie de SARS-CoV-2, vous savez tous qu'on a développé donc, des vaccins entre guillemets à ARN messager. Alors là, l'approche est totalement différente, c'est-à-dire que la stimulation du système immunitaire se fait par l'injection en fait d'un ARN messager qui va donc être traduit en protéines, en l'occurrence en protéines spike légèrement modifiées par la machinerie cellulaire. Alors on a utilisé deux types de vaccins ARN messager, donc je parlerai de vaccins par commodité, mais vous savez tous ici que ce ne sont pas des vaccins. Donc je parlerai donc du Comirnaty, qui est l'approche vaccinale ARN messager de Pfizer-BioNTech et du Spikevax de Moderna. Alors on utilise en fait un ARN messager qui fait à peu près 4300 nucléotides et qui va coder pour une protéine spike légèrement modifiée sur le résidu 986-987. On a introduit des résidus de proline pour maintenir la protéine spike dans une configuration préfusionnelle. Et en fait, ces ARN messagers ne peuvent pas rentrer spontanément dans une cellule pour y être traduits justement en protéine spike, parce qu'un ARN messager, c'est une molécule polyanionique, donc très acide. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un enchaînement là, de 4300 nucléotides. Chaque nucléotide est constitué d'une base, d'une des 4 bases, hein, donc ça va être A, U, G ou C. Ça va être composé d'un sucre, le ribose, et puis d'un phosphate. Le phosphate est chargé négativement. Donc à chaque nucléotide, vous avez une charge négative. C'est pour ça qu'un ARN est un polyanion, donc une molécule très acide qui ne rentrerait pas spontanément dans la cellule, parce qu'elle doit franchir une barrière cytoplasmique, hein, une membrane plasmique constituée de phospholipides, et il y aurait une répulsion de charge. Et donc il faut aider l'ARN messager à rentrer dans la cellule. La grossesse se passait très bien. En juillet 2021, alors que j'étais enceinte de 3 mois, je reçois une première injection de Pfizer. À ce moment-là, je fais ce qu'on me dit de faire. Je veux protéger mon bébé, je veux faire ce qu'il faut. Un mois après, je recevrai une deuxième dose. Après cette première injection, on remarque que Serena est très en bas de la courbe de croissance. On me propose une surveillance rapprochée toutes les semaines. Je commence à m'inquiéter, mais je fais confiance. Enceinte de 7 mois, je tombe malade. Je tousse énormément, j'ai de la fièvre. Je vais aux urgences, on voit que Serena fait de la tachycardie, mais on me dit que ce n'est pas inquiétant. Personne ne sait vraiment ce que j'ai. Finalement, c'est cette toux qui déclenche l'accouchement. J'accouche à 38 semaines. Heureusement, ce n'est pas considéré comme prématuré. Serena arrive avec un poids convenable. Je souffle un peu. Je me dis, ça y est, le plus dur est derrière nous. Quelques jours après l'accouchement, je tousse toujours. Un médecin finit par dire, ça ressemble à une coqueluche. On fait les examens et en effet, j'ai la coqueluche. Très vite, je remarque que Serena ne prend pas de poids. On enchaîne les rendez-vous chez le pédiatre. On finit par l'hospitaliser pour faire un bilan. C'était en avril 2022. Elle avait à peu près 4 mois. Le diagnostic tombe, un trouble de l'oralité. On nous propose d'opérer le frein de langue et de lèvres de Serena, on le fait. On commence les séances avec une orthophoniste. Mais malgré tout ça, Serena pleure énormément. Je vois qu'elle a mal, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, je me sens très seule face à la médecine. On me regarde un peu comme une maman inquiète de trop. Pourtant, au fond de moi, je sais qu'il y a un problème. En juin 2022, on attrape tous la Covid, mon mari, les 3 enfants et moi. Je suis très malade. Serena est positive, mais sans symptômes. Les garçons aussi vont plutôt bien. Le 12 juillet 2022, en changeant Serena, je découvre du sang dans sa couche.
Je panique, j'appelle mon médecin qui me dit de foncer aux urgences. Serena est gardée uniquement par moi, elle n'est pas confiée à d'autres. Alors dans ma tête, ça tourne très vite. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Aux urgences, Serena est prise en charge tout de suite. Je sens des jugements, des sous-entendus. Et puis très vite, il faut une échographie. On me fait entrer dans une pièce et on m'annonce qu'il y a une masse sur l'ovaire de Serena et qu'on doit être transféré dans un hôpital à Paris. Je crois que je suis dans un déni à ce moment-là. Je me dis bon, on va l'opérer, on enlève l'ovaire, la trompe s'il faut, et puis ce sera fini. Le lendemain, à Paris, on refait une échographie, puis une IRM. Le diagnostic tombe. Tumeur de la granulosa juvénile. On me demande si je comprends ce qui se passe. Je crois que non, je ne réalise pas. Serena est opérée le 29 juillet 2022. Elle a 6 mois et demi. On me donne rendez-vous chez un cancérologue le 12 août 2022. Je me dis pourquoi cancérologue? J'avais pas compris, j'étais toujours dans le déni. Et là, cette phrase qui résonne encore. Madame, nous avons les résultats de l'anapathe. Serena avait bien un cancer de stade 1, une tumeur de la granulosa juvénile, rare pour son âge. À ce moment-là, tout se mélange, la peur, l'incompréhension, le déni. Je suis là, mais j'ai l'impression de regarder la scène de l'extérieur. Après l'opération, Serena est suivie de très près. Prise de sang, échographie d'abord tous les mois, puis tous les 3 mois. En 2023, on a une année un peu plus calme. On commence à respirer un peu. De mon côté, je tombe souvent malade. Infection ORL, infection pulmonaire, pneumonie, grippe, otite, sinusite. On doit même poser des aérateurs au niveau des oreilles en avril 2023. J'ai 35 ans. Je n'avais jamais eu de problème au niveau des poumons. Début 2024, alors que je sors d'une pneumonie et d'une grippe, on emmène Serena pour un contrôle. On découvre une nouvelle masse sur l'ovaire qui lui reste. C'est de nouveau la panique, ça y est, c'est revenu. On attend plusieurs mois pour une IRM qui confirme un kyste. Les médecins pensent que ce n'est pas cancéreux. On décide quand même d'opérer Serena en retirant uniquement la tumeur. Elle a été opérée le 1er août 2024. On décide comme l'anapathe confirme ce n'est pas cancéreux. On se dit ouf. Mais au fond, une question reste. Pourquoi? En 2025, en avril, lors d'un contrôle, on nous annonce encore un kyste sur le même ovaire. C'est la 3e fois. Et là, vraiment, le monde s'écroule à nouveau. On recommence, IRM, anesthésie générale, passage du dossier en commission. Et il décide d'opérer une 3e fois. Le kyste revient négatif sur les marqueurs de cancer comme en 2024, mais à ce jour, personne ne sait pourquoi Serena fait ces kystes à répétition. Elle a aujourd'hui 3 ans et demi. Pendant tout ce temps-là, mon corps à moi aussi souffre. Je fais des bronchites à répétition, des otites, des sinusites. Une grosse hospitalisation en octobre 2025, grâce à l'aide du docteur Laurence, que je remercie profondément. J'ai été diagnostiquée avec une adénomiose. J'ai reçu des injections pour provoquer une ménopause artificielle, afin de ne plus souffrir pendant mes menstruations. Aujourd'hui, je suis soignée sur le papier, mais je vis avec. Un brouillard cérébral permanent, des douleurs diffuses, une fatigue profonde. J'avais déjà des problèmes de dos ainsi que des problèmes ORL dans mon jeune âge, donc on me dit que c'est compliqué de faire des liens. J'ai monté un dossier auprès de la pharmacovigilance. La réponse est revenue. Pas de lien avec les vaccins reçus pendant ma grossesse. Au contraire, on me répète que ces vaccins protègent, que c'est important de continuer à vacciner les femmes enceintes. Je n'ai aucune preuve et tous les médecins me disent qu'il n'y a pas de lien. Je l'entends. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Je m'en veux terriblement d'avoir accepté ces injections enceintes. Je m'en veux de m'être laissée convaincre. Mais en même temps, je sais que les regrets ne soigneront ni Serena ni moi. Alors j'essaye d'avancer. Si je témoigne aujourd'hui, ce n'est pas pour donner des leçons médicales. Je ne suis pas médecin. Je témoigne pour dire qu'on a longtemps répété qu'une femme enceinte, on ne lui donnait rien. Et qu'aujourd'hui, on lui propose plusieurs vaccins, parfois avec beaucoup d'insistance. Je ne dis pas aux femmes enceintes ce qu'elles doivent faire.
Mais je leur dis, informez-vous, posez des questions, ne signez pas les yeux fermés. Écoutez votre intuition. Demandez qu'on vous explique vraiment. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être l'une des seules à témoigner en France en disant « j'étais enceinte, j'ai été vaccinée, voilà ce que j'ai vécu ». Je porte cette parole depuis un peu plus d'1 an. Et si d'autres vivent des choses similaires, je veux leur dire « vous n'êtes pas seuls, n'hésitez pas à parler, à témoigner, à rejoindre les associations ». Je veux remercier toutes les associations qui œuvrent pour les personnes avec des effets indésirables ou avec un Covid long. À Victimes, Viac 19, Vérité France, On a une dose, Où est mon cycle, et toutes les associations que je n'ai pas mentionnées. Merci pour votre travail, votre soutien, votre écoute, vos combats. On assiste dans le cadre du portefeuille d'identité numérique qui est d'ailleurs déroulé, vous le savez, en Angleterre, en Australie et au Canada, et même depuis 2024 au Luxembourg. Donc on assiste à la mise en place du CBDC, c'est-à-dire de l'euro numérique, dans le cadre du portefeuille d'identité numérique. Et il y a tout à fait une corrélation entre la présence du graphène qui permet également le contrôle bancaire. Donc voilà, il ne faut pas regarder juste l'aspect médical, il faut prendre un peu plus de recul et regarder pourquoi ceci se passe. Donc là, c'est une présentation brève de qui je suis. Donc, je suis docteur en chimie organique avec une expertise en chimie des protéines et en protéomique. Voilà. Je vais rentrer dans le sujet. Donc, vous savez que la base de données publique des médicaments, notamment, donne les résumés des caractéristiques du produit. Et vous pouvez cliquer sur le site internet, là, je vous montre. Et donc, on arrive sur ce document-là, que je vous ai zoomé, et on regarde la composition des ingrédients du vaccin, et notamment la liste des excipients, sans tenir compte de l'ARN messager, du principe actif. Donc, on se concentre uniquement sur les excipients et éventuellement la présence potentielle de graphène qui n'est pas listée, mais qui est un potentiel adjuvant, c'est-à-dire qui est capable de stimuler la réponse immunitaire innée, donc la production spécifique, humorale plutôt, et la production des anticorps par les lymphocytes B. Donc vous voyez au niveau de la liste des excipients, on a de l'ALC 315, de l'ALC 159, ensuite du DSPC, du cholestérol, du chlorure de potassium, du phosphate monopotassique, du chlorure de sodium, du phosphate disodique, du saccharose et de l'eau. Voilà. Et donc l'ALC 315 et l'ALC 159, voilà, ce sont des phospholipides qui miment la membrane plasmique, mais qui sont potentiellement toxiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des protocoles qui montrent qu'ils peuvent être couplés avec de l'oxyde de graphène et même de l'oxyde de fer, des protocoles. Et donc, ça pose un problème au niveau, on va le voir, du système immunitaire inné. Notamment, ça va détruire le système immunitaire inné, et notamment une classe de globules blancs qu'on appelle les neutrophiles. Et c'est problématique. Pourquoi? Parce que ça va provoquer des maladies auto-immunes, en plus de la coagulation et d'un état de l'hyperinflammation. Donc, vous voyez, je vous parle de ça parce que je suis quand même la première scientifique, avec Jacques Bauer, à avoir au monde mis en évidence la présence de graphène dans les diluants. Et il n'y a aucun scientifique qui l'a fait. Donc moi je l'ai fait. Et étrangement, c'est complètement passé sous silence, et surtout au moment où on déroule le portefeuille d'identité numérique, avec l'euro numérique et le contrôle par la BCE du système bancaire. Donc voilà, ça, je vous mets le protocole de dilution qui a été mis au point par Pfizer. Et vous voyez que les flacons, en fait, peuvent être dilués. Il y avait 5 à 6 doses par flacon. Vous voyez, ça, c'était les notices qui ont été fournies aux pharmaciens, notamment dans la région du Grand Est.
Et en fonction des catégories d'âge, 12 à 17 ans, 18 à 29 ans, 30, etc., 60 à 79 ans, 80 ans et plus, on peut faire des dilutions. Et donc, vous vous souvenez qu'il y avait des flacons qui peuvent être dilués ou utilisés tels quels, en fonction de la couleur violette ou grise ou orange. Alors, on pouvait tirer 5 à 6 doses. Alors, pourquoi c'est important? Parce que le graphène a été introduit dans les diluants. Vous voyez? Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'oxyde de graphène serait-il un ingrédient qui serait couvert par à la fois le secret de fabrication, le secret des affaires, et le secret défense? Donc vous voyez que ici, il y avait Dr Couvreur, j'ai écrit un article à ce sujet que vous pouvez retrouver sur Profession Gendarme, qui a été repris d'ailleurs par Christine Coton, que je salue, à qui je dis un coucou. J'espère qu'elle va se remettre Oui, elle est malade, vous le savez, gravement, parce qu'elle a porté plainte contre l'ANSM et ils ont lâché des nanotechnologies par hélicoptère sur sa propriété qui ont crevé ses plantes et ses animaux, mais elle n'est pas bien. Alors, elle a repris cet article-là dans son livre traduit en anglais. Donc, l'article que j'ai écrit pour Profession Gendarme. Donc, alors, Dr Couvreur avait écrit à l'époque, vous voyez, c'est une lettre adressée à Sanciano. Sanciano, c'est l'équivalent en Belgique de l'ANSM, c'est-à-dire l'organisme au niveau national qui donne l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Donc, vous voyez en date du 11 avril 2021, ça date, donc ils étaient au courant, ils savaient. Ils savaient, Dr Couvreur demande, est-ce que, avant d'injecter, le médecin peut savoir la composition exacte et précise des vaccins? Et le directeur, le professeur Christian Léonard, directeur général de Sanciano, lui répond non, cher docteur, ces données sont confidentielles, elles sont protégées par un double secret, un secret de fabrication, un secret industriel, et qui est protégé donc par le secret des brevets et par un secret défense. Donc ça veut dire que entre 70 ans à 100 ans, ça dépend aux États-Unis, c'est reconductible, on n'aura pas les données. On n'aura pas droit à avoir les données. C'est quand même problématique, parce qu'ils ont quand même injecté des milliards de personnes, et ensuite, sans savoir exactement la composition précise et exacte. Donc, je reprends en encadré ce qui a marqué. En ce qui concerne la composition précise de ces vaccins, je ne vois pas en quoi cette information très technique et pour partie secrète pourrait favoriser l'éclairage du consentement du patient. Il me semble que vous êtes en première ligne pour promouvoir la littératie en santé du patient et donner forme et contenu à son consentement éclairé. Le renvoyer vers un site scientifique ne me semblerait pas correspondre avec la déontologie médicale. Donc, en clair, il lui répond, eh bien, vous n'avez pas à savoir ce qu'il y a dans le vaccin que vous injectez. C'est quand même problématique. Pourquoi? Parce que ça visse le consentement. Le consentement doit être loyal, éclairé, mais à partir du moment où on ne connaît pas la composition du vaccin, le consentement est vicié et nul. Et d'ailleurs, il y a un maître Bessic, je crois, elle a gagné un cas comme ça, où elle a invoqué cet argument en disant, eh bien, le consentement est vicié, et donc il est nul. Donc, vous savez que un patient a le droit de choisir son traitement, donner son consentement et même à tout moment le retirer. Donc, vous voyez que le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. C'est l'article L-1110-10 du Code de la santé publique. Pourquoi on en parle? Parce qu'il y a eu, en février 2025, une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne où, à partir du moment où le consentement n'a pas été signé par le patient, il y a ce qu'on appelle un retournement de la chaîne des responsabilités.
Et donc, le médecin injecteur est de facto responsable civil et au pénal pour les blessures infligées, les blessures ou les homicides involontaires qui ont été infligés lors des faits indésirables, graves ou des décès. Donc, pourquoi? Parce que le médecin aurait dû, un, faire signer le consentement éclairé, ce qui n'a pas eu lieu, et deux, il aurait dû informer le patient, ça n'a pas eu lieu, et trois, il aurait même dû faire une ordonnance, et ça n'a pas été fait. Et l'ordonnance, et donc la Cour de justice de l'Union européenne a condamné pour ça. Donc il y a une jurisprudence que vous pouvez invoquer lorsque vous attaquez, vous décidez d'attaquer les médecins injecteurs, comme Luce Herbier l'a fait en Belgique. Donc, vous voyez que, voilà, ça c'est pour la partie juridique. Maintenant, on va rentrer dans la partie scientifique. Et vous savez que le 11 février 2024, je suis partie en Suisse chez mon ami Jacques Bauer, qui a un microscope qui permet un grossissement fois 25 000 fois. Donc un grossissement optique normal, c'est fois 1000. Et donc j'ai regardé le contenu des diluants. Et nous avons vu, il y avait Myriam, la compagne de Jacques, moi-même, et on a vu des structures de nanotubes de graphène qui s'auto-assemblaient et qui émettaient une lumière bleue sous microscope par stimulation de la LED. Alors, je vous dis ça parce qu'il y a aussi cette histoire de bleu de méthylène qui intervient. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je voudrais dire que le bleu de méthylène, contrairement... Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Dr Schwartz quand il dit que le bleu de méthylène, ça empêche la métastase du cancer. C'est pas vrai. Au contraire, ça inhibe l'action du glutathion, donc ça favorise les métastases du cancer. Et là, il y a Dr Sabine Hazan qui montre que tous les patients qu'elle suit, qui prennent du bleu de méthylène, ont des bifidus qui sont détruits. Donc les bifidus, c'est les bonnes bactéries du microbiote qui participent à votre digestion, qui sont détruites. Donc, et il y a des articles récents qui montrent que le bleu de méthylène, non seulement ça colore le cerveau, ça colore le cœur, mais c'est capable de fixer des métaux lourds, comme du nickel, et que ça permet d'activer les points quantiques de graphène. Donc, et de réduire le graphène. Ce n'est pas innocent, ce n'est pas anodin. Ça stimule et ça active les points quantiques de graphène. En plus de métastaser. Donc moi je ne suis pas d'accord de dire que le bleu de méthylène ça enlève les métastases et c'est pas vrai. Voilà. Nanomédecine. De toute façon maintenant je pense que Jean-Marc l'a évoqué, il y a des vaccins à ARN messager et à point quantique de graphène. Et le graphène c'est reconnu comme étant un adjuvant qui est capable de stimuler la réponse immunitaire. Donc il y a des travaux qui sont notamment financés par la Commission européenne et notamment sous l'égide du graphène flagship qui permettent en utilisant des techniques de protéomique, génomique et de transcriptomique, de regarder quelle est l'action de l'oxyde de graphène sur le système immunitaire. Et en réalité, il y a une action. Donc vous voyez là, je vous ai mis un récapitulatif qui permet de voir quelles sont les différentes applications en médecine sur l'oxyde de graphène. Donc le graphène, ça a une activité bactéricide, ça tue les bactéries, régénératrice. C'est utilisé en thérapie du cancer avec des applications thermiques, en drug delivery. C'est IOBNT, là, Internet des bionanotechnologies. Mais là, vous voyez, il y a marqué vaccine adjuvant. Donc, c'est vraiment, le graphène est capable de stimuler la réponse immunitaire, et notamment la différenciation des cellules myéloïdes et la présentation des antigènes sur les cellules dendritiques pour stimuler la polarisation des lymphocytes T et donc la stimulation la prolifération des lymphocytes T et donc la synthèse des anticorps. D'accord ?
Donc, vous voyez, il y a un article très important. Je pense qu'il aurait mérité d'avoir plus de publicité, en tout cas que les gens s'intéressent, qui s'appelle Graphene Oxide as Novel Vaccine Adjuvant. Parce qu'il y a eu en 2021 un article qui a été écrit par Réinfo Covid et une docteure qui avait prétendu que parce que la réglementation n'autoriserait pas l'oxyde de graphène en tant qu'adjuvant, il n'y en aurait pas dans les vaccins. Ce n'est pas un argument qui tient. Elle avait dit oui, l'oxyde de graphène est utilisé à usage, pas à usage humain, mais seulement à des fins expérimentales. Et il n'y avait qu'un brevet chinois qui était en phase B1, c'est-à-dire qui n'était pas encore délivré, et qui faisait état de cette utilisation de l'oxyde de graphène en tant que dans le vaccin anti-cancer. Mais vous voyez que l'oxyde de graphène est une réalité. C'est une réalité. D'accord ? Même la réglementation l'interdisait, mais maintenant ne l'interdit plus. Donc, l'oxyde de graphène, qu'est-ce que c'est ? C'est un composé qui est essentiellement composé de carbone, hybridé sp2, et qui se met en maille comme ça, comme un nid d'abeille, et qui a été un nouveau matériau qui remplace le silicium, parce qu'il a des propriétés supraconductrices, comme le cuivre, 100 fois plus, résistant 200 fois plus que l'acier, transparent, et qui permet d'être fonctionnalisé, donc qui peut être transformé en transistor, miniaturisé, et qui peut être fonctionnalisé avec des molécules d'ADN, de polymères, vous voyez, et on peut, vous voyez cette structure, donc il y a eu un prix Nobel de ça, c'était des Russes qui ont eu le prix Nobel pour avoir pris une mine de crayon, donc du graphite, et qui est plusieurs couches, et qui en prenant un scotch avait réussi à obtenir une monocouche. Et ils se sont dit, tiens, mais c'est intéressant, on a une monocouche de graphène et on peut l'oxyder, la fonctionnaliser et la réduire. Voilà, oxyde de graphène, GO, et RGO, oxyde de graphène réduit. Et le bleu de méthylène permet la réduction de l'oxyde de graphène. Alors, Jean-Marc l'a évoqué tout à l'heure, là je vous rappelle les lignées hématopoïétiques, c'est-à-dire que la moelle osseuse est capable de produire deux lignées, la lignée myéloïde et lymphoïde. Donc à gauche vous avez le système immunitaire inné, puis ensuite à droite le système immunitaire humoral adaptatif. Dans la lignée myéloïde, vous avez les granulocytes, éosinophiles, basophiles, érythrocytes, et ensuite les cellules dendritiques, les neutrophiles et les macrophages. Et ensuite, dans la cellule des lymphoïdes, vous avez des lymphocytes B qui produisent justement, qui se différencient en plasmocytes et qui produisent des anticorps. Nous, on va s'intéresser à la lignée des neutrophiles, parce que l'oxyde de graphène influe sur la nétose des neutrophiles. Alors, qu'est-ce que c'est la nétose des neutrophiles ? Je vais l'aborder, je vais vous l'expliquer. Mais là, vous voyez sur cette slide-là, on voit que l'oxyde de graphène peut être fonctionnalisé avec des anticorps, des peptides, des médicaments, de l'ADN et de l'ARN messager. Et donc, déclencher la réponse humorale. Donc, la synthèse d'anticorps. Alors, la nétose, qu'est-ce que c'est ? C'est un phénomène très récent, d'une dizaine d'années, qui n'a pas été enseigné en fac, même sur les chercheurs, oui, et qui montre que, en fait, les neutrophiles, c'est une classe de globules blancs qui intervient dans le système immunitaire inné et qui permet de lutter contre les bactéries et les champignons, etc. Et on s'aperçoit que chez les vaccinés, il y a un phénomène qu'on appelle la nétose des neutrophiles, c'est-à-dire qu'on a un recrutement, notamment chez les gens qui ont des formes graves de Covid. On a un rapport leucocyte, attendez, on a un rapport... on a un rapport neutrophile et lymphocyte qui est supérieur à 3,68.
d'accord, qui est très élevé et qui est très spécifique des formes graves de Covid. Et cette nétose des neutrophiles, c'est quoi? C'est qu'il y a une prolifération des neutrophiles qui sont recrutés sur le site de l'inflammation, qui rentrent ensuite dans un mode suicide en relarguant les histones, en relarguant l'ADN, en relarguant les enzymes, notamment l'élastase et la myéloperoxydase. Et on s'aperçoit que ça correspond chez les malades à une superposition avec les fibres d'amyloïdes. Donc on s'aperçoit que ces nétoses, cette nétose provoque la formation des fibres d'amyloïdes et qui sont responsables des maladies auto-immunes. Donc je vais vous montrer ça très rapidement. Ça c'était le programme G-Immunox dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on s'aperçoit aussi que la myéloperoxydase est capable de dégrader le graphène pour donner des molécules flavonoïdes qui sont éliminées. C'est très important de tenir compte de la présence du graphène parce que sinon, vous prenez des compléments alimentaires, vous allez mieux et quand il y a une stimulation par 5G, paf, il y a un crash. Et beaucoup de victimes disent « Ah oui, je me sens bien, je prends mes compléments alimentaires et tout à coup, paf, je retombe en crash et les analyses sanguines le montrent. » Là, c'était la publication que j'avais faite avec Jean-Marc Sabatier et les Next Dose, qui avait d'ailleurs été acceptée et, dans le journal Infectious Disease. Et bizarrement, c'est ce journal-là dont Jean-Marc a été démis de ses fonctions, sur dénonciation du CNRS. Donc, c'est une volonté claire d'empêcher ces résultats-là de sortir et de faire partie de l'état de la science, donc d'être pris en compte par un juge lors d'un procès. Écoutez ce que je vous dis. Et défendez-nous, parce que, voilà, donc on s'aperçoit que chez les vaccinés, il y a un recrutement des neutrophiles qui fusionnent en donnant des cellules géantes qu'on appelle des syncytia, qui explosent en relarguant leurs histones et leurs enzymes, et qui provoquent des fibres d'amyloïdes qui sont capables de provoquer, déclencher des maladies immunes et un état hyper-inflammatoire et une hypercoagulation par déclenchement, activation du facteur d'équilibrante et notamment du facteur 10. Alors ça c'est très important, je vous lis. Donc là c'est la publication qui montre qu'il y a une superposition entre les fibres de myéloïdes et la protéine spike qui est clivée en présence de l'élastase, d'accord. Et ensuite, vous voyez, là c'est des images que nous avons obtenues, que j'ai obtenues, c'est une première mondiale, hein. Personne n'a ces images-là, même Dr Anna Michaela, elle n'a pas ces images-là. Je les ai. Donc quand le professeur Perron dit non, il n'y a pas de graphène, il n'y a pas de tensangage, c'est faux. Et il y a des travaux à l'heure actuelle sur le fait, en optogénétique, de stimulation et d'activation des points quantiques de graphène par des fréquences et par la lumière bleue. Donc attention à l'utilisation du bleu de méthylène, je vous le redis, ce n'est pas vrai que ça enlève les métastases, hein. Donc voilà ce que nous avons trouvé, ce sont des images qui sont réelles. Et donc, il faudrait que le gouvernement réponde à ça. Parce que personne n'a donné son consentement à ça. Et surtout ceux qui sont malades, et surtout vous, là. Donc, je pense que c'est très grave ce qui se passe. Et que pendant que, effectivement, comme dit Éric Laurentin, qu'on nous parle de l'affaire Brigitte ou de je ne sais quoi encore, eh bien, il se met insidieusement en place le portefeuille d'identité numérique avec cette activation des points quantiques de graphène introduits à travers la vaccination. Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous pourquoi. Donc ça, c'est les images que vous avez vues dans les livres de Next Dose, qui montrent la présence donc, des syncytia et de la nétose. Donc je remercie évidemment toutes les personnes avec qui j'ai collaboré, notamment Jean-Marc Sabatier, mais également Jacques Bauer et aussi Patrick Joulin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Des troubles cérébraux, toutes les saloperies qu'il y a sur cette terre, on les a, malheureusement. Et avec humblement, et je dis bien humblement, on essaye de faire bouger les choses à notre manière, en manifestant également sur le terrain. Et je peux vous dire une chose qui est quand même positive. Il y a quand même du positif dans tout ça, c'est qu'on rencontre des gens magnifiques.
dans ce combat-là. Je vois beaucoup de gens qui sont présents. Moi, je vois Jean-Marie, par exemple, qui est toujours présent et qui soutient quoi qu'il arrive. En fait, il faut s'unir, comme l'a très bien dit Laurence, il faut s'unir, vacciné ou non vacciné, c'est pas grave. Aujourd'hui, ils ont voulu nous diviser. Il faut qu'on se rassemble. C'est ce qui va les emmerder. Et on le voit maintenant, on le voit ce qui se passe. D'ailleurs, un des conseillers du ministre, quand on leur dit, mais vous savez, on n'est pas là pour foutre le bordel, on est juste là pour au nom de l'humain et pour dire qu'il se passe quelque chose pour nous, mais il faut penser pour le futur. Et c'est vrai qu'il était un petit peu désarmé parce qu'il ne pensait pas qu'on allait bien aussi bien préparer notre rendez-vous, humblement. Vous savez, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocat, je ne suis pas scientifique. D'ailleurs, je remercie également les scientifiques, Jean-Marc, Anne-Marie, qui sont passés avant nous, et tous ceux qui vont passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit, voilà, cette cohésion qu'il y a, cette humanité avec un grand H. Et c'est ce qui va les faire tomber. Moi, je vous le dis, on le sait. En ce moment, avec la victime, on a 28 plaintes qui sont parties auprès du procureur de la République de Paris. Alors, on va se dire les choses. Il y en a déjà 18 qui sont revenus sans suite, en très peu de temps. On le savait. Mais on ne va pas lâcher. La semaine prochaine, notre Assemblée Générale, Maître Sonnet sera présent. Et le but, c'est d'aller auprès d'un juge d'instruction, directement. Mais ça va coûter de l'argent. Et en fait, on va sûrement faire un appel aux dons pour que les victimes, pour nous, ce soit la victime qui paye tous les frais, je dis bien, tous les frais des victimes. Depuis le départ, c'est ça. Alors quand j'ai écouté des gens dire « oui, la victime, on ne sait pas », non, la victime, on est clair et net, on est droit dans nos bottes. La victime, tout est clarifié, on a des factures, on a des avocats, tout est contrôlé. Il n'y a aucun problème. Si quelqu'un le demande, on le fournira, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, l'argent ira strictement aux victimes, à personne d'autre. C'est pas pour les se promener à droite à gauche, c'est pas du tout ça. Alors oui, il y a des frais évidemment de fonctionnement, mais je peux vous dire que Dominique qui est là, qui peut confirmer, c'est des milliers d'heures au téléphone avec les victimes. Et humblement, avec Dominique, on le fait. Alain, qui le fait très bien avec les victimes, et surtout pour les chapeaux. Il lui disait tout ce que c'était dans sa tête, qu'il fallait qu'elle arrête de regarder la télé parce que ça mettait du stress. Et là, le diagnostic au bout de 18 mois est tombé, donc maladie de Charcot. Donc elle avait été, je vais simplifier un peu, je vais raccourcir un petit peu. Elle était hospitalisée, donc voilà. Donc le diagnostic est tombé. Et là, la galère a commencé. Donc entre des médecins qui touchent de l'argent de laboratoire, enfin, on est passé dans des galères. Si vous saviez, les neurologues, les voyous qu'il y a dans ce milieu, il y en a des très bons. dont Montpellier, Grenoble. Grenoble, on a trouvé une personne, vraiment un neurologue extraordinaire. Et Montpellier qui ont une équipe, mais là c'est un groupe d'humains. Et là on était bien content d'aller là-bas. Enfin c'est la neuro de Grenoble qui nous a orientés sur Montpellier parce que pour elle c'est le plus gros centre en Europe au niveau maladie de Charcot. Et donc Mélanie est rentrée dans divers tests, contrôles, enfin de suivi et elle a eu un protocole qui s'appelle Himalaya. Donc là, ça nous avait donné un espoir énorme parce que sa maladie s'était arrêtée d'évoluer. Et là, donc, c'était un bonheur pour nous de voir que cette maladie s'était arrêtée d'évoluer. Et malheureusement, dans ces 383 patients, il y en a 2 qui ont eu des effets indésirables. Et donc, ils ont tout arrêté. Et la maladie est repartie. Donc là, après, j'ai rencontré des scientifiques qui nous ont conseillé de prendre des traitements. On a essayé. Anne-Marie, il y a 2 ans, j'ai essayé elle a essayé son traitement, mais bon, il n'y a pas eu de résultat. On a essayé plein de choses. Elle a été en Belgique. Mais elle n'a pas pu continuer parce que c'était trop compliqué pour elle. Et c'est vrai que ça a été un petit peu positif. Et ça s'appelle l'ozon. Elle a fait un traitement d'ozon pendant 1 semaine. Enfin, on a fait tout un tas de choses. Bon, le dernier protocole qu'elle a essayé, c'est le professeur Perron qui avait ramené ça des États-Unis. Donc pareil, là on est parti. Donc elle l'a fait pendant 5 mois. Mais bon, il nous avait prévenu. Il a dit son cas est vraiment très avancé. Et j'ai bien peur que... Mais bon, on l'a essayé quand même. Et au jour d'aujourd'hui, Mélanie, elle est dans une galère. Une galère, c'est un bébé de 6 mois. C'est très compliqué pour elle. Même un moustique lui fait peur maintenant. Elle crie quand elle voit un moustique parce qu'elle ne peut plus les faire partir de dessus elle.
Et là, c'est devenu très très compliqué. Là. Malheureusement, bon, elle vient de faire un de ses rêves avec un humoriste, Stéphane Culelier, donc, parce que quand il est venu dormir à la maison, c'est son parrain de cœur, il lui a dit, Mélanie, tu sais très bien, on sait très bien que ta vie est plusieurs longue. Est-ce que tu as encore une chose que tu aimerais faire, un rêve? Et elle dit, oui, j'aimerais aller à Amsterdam. Et là, il a dit, ok, on y va. Donc, 5 personnes autour d'elle l'ont accompagnée, donc elle a passé une dizaine de jours à Amsterdam, donc elle a fait encore un de ses rêves, mais aujourd'hui, le retour, c'est une catastrophe, elle est dans un état, elle est très très fatiguée, et donc voilà. Donc c'est dur au niveau papa, maman, famille, c'est très dur d'accompagner une personne comme ça, et elle a un caractère de fou, et heureusement c'est ça qui la tient, parce que je pense qu'elle serait déjà partie, mais elle va me fâcher, parce que avant de partir à Amsterdam, elle m'a dit « Papa, tu me conseilles pour la Belgique ?» Et moi, je n'ai pas été capable, parce qu'elle veut partir. Combien de fois elle me demande de mourir, de l'aider à mourir, parce que c'est tellement compliqué pour elle maintenant, c'est devenu... sa langue est paralysée, elle peine à respirer. Donc c'est ma petite poupée de chiffon. Donc il n'y a plus que moi qui, à la maison, qui peut m'en occuper, parce que bon voilà, elle tient plus ses bras, c'est du chiffon. Et donc c'est très compliqué. C'est compliqué pour nous, pour l'accompagner. On essaie de l'accompagner le mieux possible. Je suis assez inventif dans plein de choses pour lui trouver un confort, de coussin, de tout. Mais je comprends là les quelques personnes de l'association des Charcots, parce que moi je les suis, moi je les appelle quand je peux. Il y en a qui sont partis en Belgique, donc je pense à Bertrand, le dernier qui est parti. Et lui, la chose que je l'ai eu au téléphone 15 jours avant qu'il parte, et lui, son truc, et c'est fou parce qu'on pourrait essayer d'améliorer les choses. Lui, ce qui le marquait beaucoup, c'était que des dames qui s'occupaient de lui pour la toilette, et c'était jamais les mêmes. Et donc ça, c'était dur. C'était un jeune homme, parce qu'il est parti, il avait 37 ans. Donc c'est toutes ces choses qui font que c'est très dur pour ces personnes-là. Donc moi, je comprends qu'ils demandent à partir, parce que ils n'ont plus de plaisir. Parce que j'essaye à Mélanie de lui donner des petits bonbons qu'elle aimait, je lui coupe en tout petits bouts, mais elle n'arrive pas à les avaler. Elle n'arrive pas à les sucer, elle n'arrive plus. Donc voilà, et donc pour elle, voilà, elle demande à partir, bon, c'est très dur, mais je la comprends. Je les comprends. Parce que c'est tellement. Ils sont enfermés dans ce corps qui est en train de mourir, mais ils ont toujours leur cerveau. Et ça, c'est très très compliqué. De santé, avec une très grosse fatigue généralisée. Mais je ne me mets pas la rate au courbillon. Non. Métro, dodo, boulot. Oui, dans cet ordre. Micro-sieste. Sauf que le 14 octobre 2024, je m'écrase comme une chips sur le trottoir en allant au travail. Impossible de me relever, aussi bien que maintenant. Ça a été très très dur. Conclusion, suite à cette chute, j'ai eu un traumatisme au menton, aux mains, aux épaules et la poitrine. Je porte un pacemaker. 7 jours,
il m'a fallu 7 jours alité avec des douleurs insupportables et des bleus partout, même sur les seins. Je ne savais pas que j'avais autant de muscles dans mon corps, parce que je suis bien rembourré. Mais ce qui nous tue pas, nous rend plus forts. J'étais formé en Belgique en chirurgie ORL et j'ai passé 30 ans en Vendée dans un coin qui m'a attiré par la beauté de la région, la lumière qui y règne et aussi le besoin dans ma spécialité. Bon, je rappelle aussi que je ne sais plus qui m'a envoyé, mais c'est Patrice Peset qui m'a envoyé une remarque récente qu'on est 2 ORL pour 100 000 habitants en Vendée. Donc je peux vous dire qu'on a du travail donc, dans ce système de santé qui est déliquescent. Et voilà, mon histoire, elle est comparable à celle d'Élodie, c'est pour ça que je me suis vraiment rapproché d'elle. Et on a défendu le sacré pour protéger nos enfants, pour protéger nos patients face à ces injections pour lesquelles on a vite compris que nos enfants et nos patients couraient vraiment des risques et que cette vaccination qui était obligatoire en France ne l'était pas dans d'autres pays et qu'elle reste tout à fait illégale pour des tas de raisons. Il y a plus de 13 textes qui la rendent tout à fait illégale, que ce soit simplement le code de santé publique auquel on doit répondre en tant que soignant. Il y a des articles précis, ce sont les articles de la résolution du Parlement européen, aussi la 2361. Enfin, Francis le procédurier a bien résumé tout ça sur ses bâches. On retrouve tous ces articles, que ce soit le serment d'Hippocrate, qui dit bien qu'on ne remettra jamais à personne un poison, même si on nous le demande, ni on ne prendrait pas l'initiative d'une pareille suggestion. Donc ça remonte à quelques siècles déjà, que ce soit le code de déontologie médicale, que ce soit le code de Nuremberg, la convention de Genève, d'Helsinki, la convention de Oviedo, la loi Kouchner, les arrêts de Salvetti, les articles du code civil et du code pénal français, des droits de l'homme également. Donc on ira effectivement, comme Éric Loridan, peut-être jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour revendiquer notre bon droit et légitimer nos actes. Et la justesse de notre analyse et le bon sens qu'on a pu avoir dès le départ en évitant pas mal de cas chez nos patients. Donc c'est vraiment une chasse aux sorcières que je vis, qu'on vit encore plusieurs à l'heure actuelle, puisqu'ils étaient à 2 doigts il y a peu de temps de passer une obligation vaccinale pour la grippe, encore récemment. Mais on commence à en avoir l'habitude, on prendra le temps qu'il faut, on tiendra le temps qu'il faut, ça grâce à vous tous aussi. C'est ce qui nous permet de durer dans le temps pour tenir et rassembler et aiguiser nos armes. Moi, je ne suis pas tout à fait dans le même concept qu'Élodie. Je pense que on vit pour l'instant un conflit majeur et il est un moment où si on est assez nombreux, on doit pouvoir montrer les dents et revendiquer notre droit de façon, pas de façon agressive, mais de façon sereine et en apportant tous les arguments qui sont à notre portée pour prouver notre bon droit. Donc voilà, je ne sais pas si tu envisageais, Laurence, un autre sujet à aborder, peut-être pour On peut aborder
l'obligation vaccinale, qu'il n'est pas une obligation et que ce qui nous a été imposé était tout à fait légal. Hein. Voilà. Le consentement libre et éclairé, peut-être un petit mot. Oui, pour parler de la défense qu'on évoquera à mon procès, donc mon procès a été reporté pour la simple raison que la veille du 5, j'ai reçu par mail deux nouvelles attaques. Le 5 novembre, j'ai reçu 2 nouvelles attaques de caisses primaires. Donc moi j'ai été condamné à 3 ans d'interdiction d'activité par la Chambre disciplinaire des Pays de Loire. J'ai fait appel et depuis 2 ans, j'ai toujours pas de nouvelles. Par contre, les caisses primaires de Vendée, de Charente et des Deux-Sèvres se portent partie civile pour me réclamer des actes pour lesquels je n'ai même pas touché un centime d'euro, c'est-à-dire les actes qu'on prescrit en tant que médecin et que la CPM rembourse, que ce soit donc des appareils auditifs, des IRM ou des scanners dont les cancéreux ont besoin pour leur bilan. Nous, en tant que médecins, on les prescrit, ils sont remboursés par la Sécu, mais on ne touche rien sur ces actes. Donc la Sécu considère que je n'étais pas vacciné, que je n'avais pas le droit de prescrire ces actes, et que donc maintenant je dois remplacer le rôle de la Sécu pendant 7 mois, et donc je dois rembourser 200 000 euros. Donc vous voyez un peu l'aberration de ces réclamations. Donc ils ont dû bien réfléchir à la façon dont ils pouvaient voilà, me mettre la pression pour dans le contexte de ce procès. Et donc la date est reportée. J'ai pour l'instant fait une reconnaissance de culpabilité pour voir ce qui proposait comme sanction. Et donc je suis inéligible pendant 5 ans, donc je ne pourrai pas être président des Français pendant 5 ans. Hein, et d'un autre côté, je suis redevable d'une amende de 5 000 euros devant le procureur. Donc ces propositions, on va les refuser pour qu'on aille au procès en correctionnel et défendre avec des arguments, premièrement, d'un consentement libre et éclairé par une information complète et loyale qui a été complètement bafouée pour l'ensemble des gens qui ont été vaccinés. Également pour la discrimination dont on fait part tous les soignants qui ont refusé ces vaccins, et également pour le droit de nécessité. Donc ça c'est une notion juridique. Le droit de nécessité fait référence à une situation d'urgence, une perception d'un danger imminent, et où nous, en tant que soignants, on doit s'interposer, on doit même désobéir, et on a droit à cet article spécifique juridique qui nous légitimise dans notre désobéissance face à un danger perçu. Voilà. Hein, on évoquera également on a le devoir de désobéissance. Les contrats Pfizer, évidemment, hein, comme l'a évoqué Marc Loyer, qui montrait bien que dès avant le confinement et avant les obligations vaccinales, les contrats Pfizer spécifiaient qu'ils n'avaient jamais testé ni l'efficacité, ils n'avaient pas testé la transmission, et ils étaient au courant de l'ensemble des effets secondaires. Donc tout ça mettra de l'eau à mon moulin et à ma défense, et je pense que mon procès tombera au bon moment dans cette crise pour servir effectivement, comme il l'a dit, d'événements qui nous tombent sur le rable, mais qui doivent vraiment servir à quelque chose et qui nous dépassent de façon individuelle. Hein. Donc c'est pour ça que je remercie Michel d'être là, également Dominique, tous ces gens qui ont déjà souffert dans leur chair et qui sont venus témoigner également de façon digne et très forte de ce qu'ils ont vécu. Et ce sont toutes ces témoignages
d'humanité qui nous feront gagner, j'en suis sûr. Voilà. Merci en tout cas à vous tous. Michel, la maman d'Eva. Eva Musso qui, à sa première injection, suite à sa première injection, est décédée 8 jours après. Et sa première injection, c'était une injection Pfizer. Elle décède le 30 décembre 2021. Et parce qu'ils ont mis des... Voilà, le SAMU ne m'a pas écouté. Lorsque je dis ma fille est en train de mourir, et ils ont préféré me laisser attendre. Et ils ont envoyé... Je demandais le SMUR et ils m'ont envoyé une ambulance avec 2 jeunes gens qui n'ont pas pu prendre les constantes. Ils ont rappelé, ces ambulanciers ont rappelé le SAMU en disant c'est un Glasgow 11, on ne veut pas la prendre. Et malheureusement, le médecin coordinateur ne les a pas écoutés. Il a dit, puisque sa maman a dit qu'elle devait descendre à l'hôpital Nord, vous la menez à l'hôpital Nord, point barre. Je n'enverrai pas le soin. Donc ma fille est décédée dans l'ambulance. Et quand elle est arrivée dans le sens pompier, elle est tombée sur une équipe de jeunes médecins qui ont essayé, malgré son décès, de la récupérer pendant plus d'1 heure et demie. Alors je salue ces médecins parce qu'ils ont tout fait pour Eva. Ils avaient à peu près le même âge qu'elle. Et dès que je suis arrivée, puisque je n'avais pas le droit de monter dans l'ambulance vu que c'était la période du Covid, ces jeunes gens, ils étaient 5 et ils ont pleuré. Et ils m'ont demandé pourquoi ma fille arrivait ce jour-là dans cet état. Et là, je leur pose la question, est-ce qu'Eva est décédée? Parce qu'on ne me le dit pas. Oui, elle est décédée. Elle est décédée. Mais pourquoi elle est décédée? Eux savaient qu'Eva était empoisonnée. Donc, ma première de quoi a-t-elle pu être empoisonnée? Par quoi? Puisque ça faisait 1 semaine depuis qu'elle était injectée. En 1 semaine, elle a mangé 10 feuilles de vigne que sa belle-mère lui a faites. C'est tout. Puisque dès lors de son injection, elle tombe d'une fatigue. Elle a eu un hématome de 12 cm avec au milieu une tache blanche. Et puis, des pétéchis ils sont sortis. Puis je lui disais, viens ma fille, je te mène aux urgences. Mais non, maman, ça va passer, c'est rien. Puis je ne veux pas aller aux urgences parce qu'on attend des heures et des heures, il n'y a personne, c'est entre la période de Noël et le jour de l'an. Donc j'ai écouté ce qu'elle me disait, je ne l'ai pas forcé. Et je m'en veux aussi, je ne l'ai pas forcé. Bon, ensuite, ces jeunes médecins, quand ils me posent la question, selon vous, qu'est-ce qui est arrivé? Je lui ai répondu, c'est le vaccin. Vous voyez que ça. Puisque en 1 semaine, elle va plus s'empoisonner avec 10 feuilles de vigne et aucun traitement. Et là, ils se sont mis à pleurer comme des enfants, 5 médecins autour d'une table. Donc, il y en a un qui a eu plus de courage que les autres. Quand je lui dis c'est le vaccin, il m'a fait un signe de la tête. Et là, ils m'ont supplié, Madame Musso, laissez-nous faire ce qu'on doit faire. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Laissez-nous.
prendre à notre charge l'autopsie de votre enfant. Alors sur le coup, tu ne réalises pas qu'est-ce que ça peut être. Donc j'accepte. J'accepte cette autopsie, mais en même temps, je me rends présumée coupable. C'est-à-dire qu'à 17h, il y avait des gendarmes chez moi. Ma fille décède à 15h20, à 17h, il y avait des gendarmes chez moi. Et moi, j'étais pas, j'étais à côté de ma fille, donc il me donne rendez-vous pour le lendemain à 15h. Le lendemain matin à 7h, j'étais à l'Institut médico-légal, à la morgue d'abord. Voilà. C'est le seul moment où je peux revoir ma fille, parce qu'après leur corps leur appartient. Donc, je vois ma fille pendant quelques minutes et je repars. J'arrive chez moi et puis là, il fallait que j'aille à la gendarmerie. Et je tombe sur un gendarme très méchant qui m'accuse d'infanticide. Ok, je veux bien, mettez-moi en garde à vue, faites ce que vous voulez, je m'en fous, j'ai déjà perdu la moitié de... Et je suis prête à aller en garde à vue, quoi. Mais bon, dans la salle à côté, il y avait l'ambulancier qui lui aussi était auditionné. Et lui, il a fait une erreur, puisqu'il dit: j'ai pris en charge mademoiselle Eva Musso. Ils étaient deux dans l'ambulance et les deux étaient devant. Il n'y avait personne avec elle derrière. Donc lorsqu'elle fait son arrêt cardiaque, personne ne s'en aperçoit. Et là, il dit, sur son audition, c'est mentionné: je sors de l'ambulance, je contourne, j'arrive. J'ouvre le haillon arrière, je lui tapote sur le mollet, aucune réaction. Je contourne, j'ouvre la porte latérale, je lui mets 2 gifles, pas de réaction. Ce qui veut dire que le second ambulancier n'était pas à sa place. Donc déjà ici, on peut le présumer responsable. Lors de mon premier appel au SAMU, je dis: ma fille est en train de mourir. Le médecin coordinateur, il m'a dit: mais pour qui vous vous prenez? Vous n'êtes pas médecin, le médecin c'est moi. Deuxième résumé. Responsable. Donc le 5, exactement. Nous sommes là le 31. Le 2 janvier, j'appelle mon médecin traitant et je lui dis: Eva, aujourd'hui ne viendra pas puisqu'on devait faire son arrêt de travail, la prolongation de son arrêt de travail. Eva est décédée, donc elle ne viendra pas. Eva est décédée de quoi? Donc j'explique. Ok. J'appelle aussi son médecin nutritionniste, puisque Eva, il faut savoir qu'elle était anémiée. Ce qui veut dire qu'elle était anémiée ou pas malade. Parce qu'on m'a souvent dit: oui, pourquoi elle a été vaccinée? Alors je dis parce que Eva souffrait de RGO. Il faut dire qu'Eva, et c'est pour ça que j'interviens également dans l'histoire de Michel et d'Eva et le serment d'Hippocrate. Eva avait un problème de surpoids, donc avait subi une sleeve, c'est-à-dire une intervention sur l'estomac. Elle avait des douleurs abdominales et une anémie. Et pour consulter, à l'hôpital, un grand professeur,
eh bien, pour avoir des soins, il fallait être vacciné. Elle est passée donc en consultation le 15 décembre avec un très très grand professeur au long de l'année, puisqu'elle avait ses problèmes de reflux gastro-œsophagien. Je l'avais fait consulter plusieurs gastro-entérologues qui, dans l'année 2021, il faut savoir qu'elle a passé 3 scanners et non, justement, c'était pour aller faire une endoscopie à la fin, en février, qui était prévue pour février. Donc, le 15 décembre, lors de sa consultation avec ce grand professeur, il lui dit: Eva, tu n'es pas malade, mais ce matin, l'ARS est passée et nous impose la vaccination. Ce qui veut dire qu'à partir du 15 décembre 2021, une obligation vaccinale a été donc, il fallait qu'elle fasse ces 3 vaccins pour pouvoir passer son endoscopie qui était prévue pour le 9 février 2022. Donc, il nous a rappelé le lendemain matin en disant voilà, j'ai été obligé de refaire mon planning. Tous les patients, sauf les cas d'extrême urgence, devront être vaccinés. Ça lui laissait le temps pour elle de faire ces 3 vaccins avant une simple voilà. Alors, ensuite, donc, en appelant notre médecin nutritionniste, et où j'annonce que le décédé Vaki ne viendra pas faire sa dernière perfusion de fer, je lui dis voilà, il va être décédé, donc on ne viendra plus. Et là, elle me dit mais comment ça va se passer? Et je lui dis ben, j'attends une autopsie pour pouvoir faire sa crémation. Et là, elle me dit, je lui explique qu'on me dit que ben, il n'y a pas de date, hein, un mois et demi, il y a tellement de décès, l'autopsie se fera, quand elle se fera, point barre, vous attendez. Et là, cette médecin qui, elle aussi, a été victime du vaccin Pfizer, puisqu'elle avait fait une myocardite, elle a été, indemnisée par l'ONEAM, pardon. Et elle a fait 3 mois de coma et elle me propose donc d'accélérer le processus, c'est-à-dire que grâce à elle, j'obtiens une autopsie le 5 janvier 2022. Ce qui veut dire que par chance, puisque moi je dis que c'est une grâce divine, son autopsie a été faite par un ami à elle, à ce médecin-là, et qui a énormément bien fait son travail, puisque au lieu de passer peut-être 10 heures, il en a passé 20, et que tout ce qu'il a fait a révélé une autopsie parfaite. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon combat, je me suis aperçu que beaucoup d'autopsies ont été bâclées, et plus que bâclées. Donc, j'ai eu cette chance, on va dire, c'est que la mienne a été faite parfaitement et que tout ce qu'il a pu prélever ont été très très bien conservés, mieux que d'autres. Et ce qui a permis de faire aussi et d'avoir obtenu cette reconnaissance en 2023, l'autopsie, ça révèle bien ce que c'était vacciné. Voilà. On ne dit pas trop du arrêt cardiaque point, jusqu'à c'est bien les lésions thrombotiques cardiaques. Mais les lésions sont trop.
Et ce qui est bizarre, c'est que bon, moi qui aujourd'hui, je suis quand même victime d'un Covid long post-vaccinal, puisque au 9e jour de ma vaccination aussi, j'ai un Covid. 3 mois après, quand je prends la défense du docteur Denis Agré, j'ai un zona. J'ai eu des multiples inflammations jusqu'à ce que j'arrive l'an dernier à faire un infarctus avec lésion. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais sous candesartane depuis 1993 suite à mon cancer de la thyroïde. C'est mon traitement qui a fait que je ne sois pas morte. Il faut savoir qu'Eva n'a jamais eu aucun souci cardiaque, puisque après sa sleeve, elle avait beaucoup maigri, elle a suivi plusieurs chirurgies esthétiques, et bon, jamais aucun souci cardiaque. Donc, je rappelle ton âge. Eva avait 30 ans. Un décès. Merci. Et à ce... Bon, c'est encore la perte d'un enfant, de toute façon, voilà, qui n'aurait pas dû être finalement injectée. Elle aurait dû avoir des soins, simplement, sans ça. Et je rappellerai quand même le devoir des médecins, qui est de soigner avant tout, d'évaluer le bénéfice-risque, le fameux primum non nocere. Et puis nous devons absolument garder notre liberté à la fois de prescription et d'expression. Ne pas suivre le diktat des instances, nous devons soigner selon notre conscience. Et je crois qu'effectivement, il y a des moments où il faut savoir désobéir quand les lois sont injustes. C'est ce qu'on fait et le dit. Beaucoup de gens ne savaient pas ce que ça voulait dire médecin suspendu. Suspendu, c'est-à-dire que quand vous avez refusé cette injection génique expérimentale, eh bien, vous ne pouviez même pas faire une ordonnance pour vous et pour votre famille. Vous ne pouviez pas non plus travailler. Et là, je vais rappeler le cas du docteur Grégory Pamard, suspendu. Il n'avait pas le droit de travailler. Un patient l'appelle en urgence. Il le soigne, il le guérit. Le médecin est sanctionné. Il doit fermer son cabinet. C'est sans commentaire. Ouais. Je voudrais juste dire que, en partant en justice, ma plainte a changé, puisqu'au départ j'ai eu une plainte contre X et qui devient aujourd'hui un homicide involontaire, mais ce qui est par empoisonnement d'un produit potentiellement mortel. Aujourd'hui, après avoir obtenu une reconnaissance médicale, une première reconnaissance médicale qui dit que rien d'autre n'a pu provoquer le décès, mais on ne dit pas que Pfizer a tué Eva. Donc, lorsqu'on repart en justice, que je suis convoquée chez le juge d'instruction après un mois de grève de la faim, on me demande à moi, la maman, dites-moi, la juge d'instruction me pose une seule question, trouvez-moi le lien de causalité. Je lui dis, c'est pas mon rôle, c'est le vôtre, trouvez-moi le lien de non-causalité. Et lors de cet entretien, je demande donc une analyse moléculaire complémentaire, plus, qui me coûtait 10 000 €. Parce que j'allais toujours à l'encontre de l'État. À partir du moment où vous obtenez une reconnaissance, vous allez à l'encontre de l'État. Donc, cette analyse complémentaire m'a été accordée, c'est-à-dire que c'est
les assassins de mon enfant qui l'ont payé. Aujourd'hui, j'ai obtenu cette analyse et les résultats. Donc, oui, aujourd'hui, Pfizer a tué Eva. Eva va certainement servir de jurisprudence pour toutes les lésions cardiaques. Mais vous savez très bien que Pfizer ne va pas se tirer la balle dans le pied. Il me propose une énorme somme. Est-ce que je prends ma somme et je m'en vais sous les tropiques ou est-ce que je continue pour vous et les autres victimes? On continue. Voilà. Alors, je ne suis pas la méchante qu'on prétend, c'est tout. Voilà, j'arrêterai là. Je le fais pour vous et pour vos enfants parce que moi je ne suis pas grand-maman. J'ai pas eu cette chance d'être une grand-mère. Eva ne m'a pas fait d'enfant. Voilà, je me bats pour vos enfants et j'irai jusqu'au bout et je défendrai Michel Courteval. Est-ce que vous êtes d'accord pour une petite pause et pour et on... Il disait que c'était pour guérir, que c'était la science, le progrès, l'avenir. Mais dans tant de chambres froides, on a vu des vies s'éteindre, sans un mot, sans un regard, des bras piqués sans comprendre, des corps laissés à souffrir, et des familles qu'on fait taire au nom d'un silence à faire mourir. Ni oubli ni pardon pour ces gestes sans cœur, sans raison, toute injection délétère, sans consentement libre et sincère, sont un crime qu'on le grave dans la chair. Pensez aux blessés, aux disparus, à ceux qu'on a trahis, qu'on n'a jamais revus, ni oubli, ni pardon. J'ai vu des larmes sécher sur des draps d'hôpital, des mères partir sous des protocoles bancals. J'ai vu des pères tomber usés d'attendre que la vérité daigne enfin descendre. On dit erreur, moi j'entends crime. On dit accident, moi je lis système. Quand la main qui soigne devient arme, le droit à la vie perd son emblème. Ni oubli ni pardon pour ces doses qu'on cache, ces noms comptés. Chaque seringue sans âme, sans raison, est un serment trahi, un cœur brisé. Pensez à tous les visages effacés, à ceux qu'on a réduits au silence glacé. Ni oubli, ni pardon pour les âmes que la justice abandonne, à tous ceux qu'on a laissés seuls dans la nuit, à ceux qu'on a piqués sans un oui, à ceux qui n'ont jamais eu le droit de dire non. Je vous entends, je vous promets, votre vérité vivra dans nos voix, dans chaque combat, dans chaque nom gravé sur nos pas. Ni
anesthésie morale. Nos larmes deviendront lumière, nos cris justice, et nos morts vérité. Ni oubli, ni pardon.